L'ovulation au jour 14 sur un cycle de 28 jours, il y a eu des études, c'est 13% des cycles. Donc tu vois, c'est pas du tout La la norme norme, exact. et une règle générale et absolue. Anatomiquement, si les hommes ont les testicules qui pendouillent, c'est pas parce qu'on s'est dit que c'était esthétique, c'est parce que il faut que ce soit à 2 degrés à peu près inférieur à la température du corps pour permettre la production des spermatozoïdes. Les recommandations médicales, c'est de faire l'amour un jour sur deux quand on veut un bébé, mais on est tous humains et on n'y arrive pas. Et à un moment, on n'a pas envie. Donc parfois, on vise le bon moment. Et si on vise le jour 14 alors qu'on ovule le jour 18, tu vois, il n'y a pas de grossesse. Des femmes qui découvrent en fait qu'elles faisaient jamais l'amour au bon moment. En France, on estime qu'entre un couple sur 6 et un couple sur 4 est concerné par l'infertilité ou des difficultés à concevoir. Le sujet a d'ailleurs récemment pris une place plus visible dans l'espace public. La bonne nouvelle, c'est que dans de nombreux cas, il existe des leviers concrets à explorer pour mieux comprendre ce qui freine la fertilité et aussi soutenir le terrain de façon ciblée. Je suis Anaïs Gautron, experte en santé hormonale et fonctionnelle chez Lucie, une plateforme de santé préventive qui analyse jusqu'à 110 biomarqueurs pour vous aider à mieux comprendre votre santé et surtout à mettre en place un plan d'action clair et personnalisé. Aujourd'hui, je reçois Lorraine, créatrice d'Émancipée. Bienvenue Lorraine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Anaïs. On va parler aujourd'hui d'infertilité, du coup, à la fois du côté masculin et du côté féminin. On va parler des causes possibles, on va parler aussi de comment finalement identifier les déséquilibres et aussi quelques pistes d'optimisation, j'espère. Ouais. Pour commencer, Lorraine, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi? Ouais, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Lorraine Saint-Disic, je suis effectivement la fondatrice d'Émancipée. Émancipée, aujourd'hui, c'est une plateforme, un média, en tout cas un espace dédié à la santé féminine et surtout au cycle menstruel. Et notre rôle, c'est vraiment d'expliquer aux femmes leur corps, comment il fonctionne, les aider à l'optimiser aussi, leur fertilité, bien sûr, mais aussi voilà, être plus autonome dans la gestion de leur cycle, de leur contraception, etc. Donc, on a un podcast, un Instagram, on a plein de choses comme ça. Et c'est des sujets qui m'habitent, qui m'animent. Et tu l'as dit, il y a un couple sur 4 aujourd'hui, les derniers rapports, qui rencontrent des difficultés pour avoir un bébé. Donc, il y a plein de choses à faire pour les armer un petit peu. Pas juste faire du réarmement démographique, mais j'avais pas fait exprès de la faire celle-là, mais les armer pour qu'ils soient plus autonomes et plus confiants. Ouais, super. Ça, c'est une bonne transition parce qu'on en parle de plus en plus. Du coup, Ouais. effectivement, ce grand réarmement. J'avais pas prévu de le citer, mais bon, tu le fais, donc Ouais. allons-y. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on en parle plus aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus tout court, que c'est un sujet qui est plus présent, ou parce que l'infertilité, finalement, est plus présente dans la population? Ouais, alors c'est les 2. Ouais. Clairement, l'infertilité grandit. Les chiffres qui sortent souvent, c'est que, par exemple, l'infertilité des hommes a doublé en 40 ans. Donc, nos conjoints, nos frères, aujourd'hui, sont 2 fois moins fertiles que nos pères. Pour les femmes, c'est pareil. Les hommes, ça se mesure plus facilement parce qu'on fait les spermogrammes. Mais voilà, donc il y a ce vrai sujet. Il y a ces rapports sur la quantité de couples qui rencontrent des difficultés, un couple sur 4. Il y a tout un discours politique aussi qui fait que voilà, ça sort dans le débat public, tous ces chiffres-là. Et puis, il y a aussi, plus doucement, mais peut-être une petite levée des tabous par rapport à ça, où il y a encore quelques années, on était très seul dans son parcours d'infertilité, on ne disait pas, on était toujours obligé de trouver des contournés en disant non, on n'en veut pas tout de suite, c'est pas le bon moment, alors qu'en fait, on était en train de rencontrer des difficultés parfois très lourdes. Là, c'est encore quand même quelque chose d'intime et qu'on ne dit pas toujours, mais je pense qu'il y a plus en plus de gens qui ouvrent un peu la parole là-dessus, ce qui fait que on se rend compte qu'autour de soi, on a des gens qui sont concernés. Mais ça reste quand même encore un sujet pas évident à soulever et où parfois on continue à vivre seul. Mais ouais, ça grandit, les gens en parlent un peu plus et ça, c'est très bien parce que du coup, on sort de cette solitude qui est un peu la double peine. Déjà, c'est dur et qu'en plus, tu vis ça seul en ayant un peu honte. J'aime bien que tu parles du fait qu'on vit seul, parce qu'il y a souvent aussi un sujet qui revient. Je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme un mythe, que la fertilité, c'est une affaire de femmes. Et quand on dit justement qu'on vit ça un peu seul, je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup ce sujet qui retombe sur le dos des femmes. Ouais. Est-ce qu'on sait aujourd'hui la part des hommes justement dans l'infertilité du couple? Ouais. Peut-être qu'on a un pourcentage sur le sujet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'infertilité, c'est très facile pour le coup, c'est 3 tiers. Donc, tu as un tiers d'infertilité d'origine féminine, sachant que je dis bien origine, pas faute, pas responsabilité, etc. Parce que c'est très dur de dire c'est moi, c'est ma faute. Non, voilà, on a trouvé une origine dans un tiers des cas d'origine féminine, un tiers masculine et un tiers mixte. Donc, en gros, ça veut dire que dans la moitié des cas, l'homme est impliqué. Sachant qu'il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée, où là, c'est en fait juste la science qui n'a pas de raison.
et avec les bilans d'infertilité classiques qui vont pas non plus hyper loin dans les marqueurs, dans toutes les hormones, etc. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'inexpliqués dans l'infertilité, mais et ça c'est hyper important de le rappeler, c'est autant un sujet masculin que féminin, vraiment c'est 50-50. Il y a juste une réalité qui est que quand on commence à médicaliser l'infertilité, et ben là, c'est les femmes qui vont porter beaucoup plus parce que c'est dans leur corps que ça va se passer, quand bien même il y aurait une infertilité d'origine masculine. Donc, on a tendance à parler beaucoup plus aux femmes, même dans les centres PMA, de moins en moins, mais il y a encore pas si longtemps, les hommes, limite, ils n'étaient pas invités, tu vois, ou on leur parlait pas. Donc ça, c'est vrai, mais en revanche, sur ce qui se passe dans le corps et comment on peut optimiser aussi la fertilité, ça, c'est vraiment totale équité entre hommes et femmes. Ouais. Merci pour ce rappel, je pense que c'est important d'en parler. Ouais. Je trouve qu'on en parle de plus en plus quand même, c'est probablement de moins en moins tabou comme tu le disais, Ouais. mais ça reste quand même un sujet, en tout cas que je vois moi chez mes clientes, qui repose beaucoup sur le dos des femmes, donc ramener ça au couple, je pense que c'est important, même sans, encore une fois, pas parler de faute, c'est pas oulala, c'est aussi 50% de la faute des hommes, c'est plutôt non, c'est une affaire de couple finalement, et on essaie d'avancer là-dessus ensemble. Non, et puis tu sais, tu as aussi, dans le diagnostic de l'infertilité, on va beaucoup plus vite explorer la piste féminine. Les femmes, nous, on voit des gynécos tous les ans depuis qu'on a 14 ans. Donc, on va aller faire des échographies, des prises de sang, là où le spermogramme, de moins en moins, mais quand même, arrive hyper tard. Et tu dis, bah non, en fait, les gars, dès qu'on commence à explorer la piste féminine, on explore la piste masculine parce que, encore une fois, il y a une chance sur deux que ce soit là qu'on trouve quelque chose. Donc voilà, on commence à creuser des deux côtés, on optimise des deux côtés. Et juste un autre truc que moi je trouve hyper important d'avoir en tête, c'est qu'il y a eu des chiffres qui montrent que, en gros, la fertilité d'une femme varierait de 1 à 5 d'une femme à l'autre et la fertilité d'un homme de 1 à 4 d'un homme à l'autre, ce qui veut dire que d'un couple, tu varierais de 1 à 20 à peu près. C'est des grands chiffres. Mais en gros, personne n'est à 4 et 5 sur 5. Enfin, il y en a, mais ou alors toi, tu vas être à 4 sur 5, mais ton mec à 3 sur... Enfin, tu vois, donc dans tous les cas, on a des choses à optimiser des deux côtés pour favoriser la fertilité du couple. Tu vois, essayer d'avoir toujours en tête ce truc de, si lui, il est un cran en dessous, mais moi, si je monte d'un cran, tu vois, je favorise notre fertilité du couple. Et ça, c'est toujours vertueux aussi de se dire, c'est pas parce que j'ai identifié un problème chez quelqu'un que moi, j'ai rien à faire. Pas du tout. Toujours upgrader un peu le dossier. Justement, c'est important, je pense, pour qu'on comprenne bien quand on parle d'infertilité, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être qu'on peut même commencer par comment ça marche. Genre comment on tombe enceinte, comment finalement. On fait les bébés. Exactement. Et derrière, c'est quoi l'infertilité? De quoi on parle quand on parle d'infertilité? L'infertilité, c'est 12 mois d'essai sans grossesse. Donc, quand on dit décès, c'est qu'on fait l'amour au bon moment. Donc, ça, c'est hyper important. Et peut-être qu'on pourra en parler, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, c'est quand tu as 12 mois d'essai sans grossesse que là, on commence à mettre le mot infertilité, qui est extrêmement différent de stérilité. Stérilité, c'est l'incapacité à avoir un enfant. L'infertilité, c'est juste que ça prend plus de temps qu'on le pensait, mais très souvent, à la fin, il y a une grossesse, juste au plus de 12 mois. Donc ça, c'est hyper important. Et après, comment on fait un bébé? Ça apparaît la question la plus bête du monde, mais la réponse, elle n'est pas si simple. C'est pas si bête que ça. Parce que pour faire un bébé, il faut un spermatozoïde et un ovule. Ça, dans tous les cas, même quand on fait un bébé toute seule, même quand on a un couple d'hommes, un couple de femmes, il y a un moment où il faut toujours, de toute façon, aller chercher la gamète quelque part. Et après, il faut les faire se rencontrer au bon moment. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'en fait, si un homme, il est fertile tout le temps, produit 1500 spermatozoïdes par seconde, donc c'est vraiment, on est sur quelque chose de dense en termes de rendement. Les femmes, on est fertile 6-7 jours maximum par cycle. L'ovulation, c'est un phénomène qui dure quelques minutes tout au plus. L'ovule reste présent dans la trompe et donc accessible quelques heures, on dit 18 heures à peu près. Et on est fertile un petit peu avant parce qu'un spermatozoïde peut survivre plusieurs jours dans le col de l'utérus d'une femme grâce à la glaire cervicale. Mais donc, si tu ne fais pas cette rencontre au bon moment, tu peux pas parler d'infertilité. Parce qu'en fait, tu n'as pas essayé. Tu sais pas. Ça se trouve, tu es ultra fertile, mais tu n'as jamais eu de rapport au bon moment. Et il y a trop de couples encore aujourd'hui qui sont restés sur ce qu'on a appris en SVT au lycée, qui est qu'on ovulerait le jour 14 de notre cycle. Et parce que les recommandations médicales, c'est de faire l'amour un jour sur deux quand on veut un bébé, mais on est tous humains et on n'y arrive pas. Et à un moment, on n'a pas envie. Donc, parfois, on vise le bon moment. Et si on vise le jour 14 alors qu'on ovule le jour 18, tu vois, il n'y a pas de grossesse. Donc, c'est un peu ça, c'est 12 mois d'essai en faisant bien l'amour au bon moment. Quand on est fertile. Ouais. Et quand là, ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un petit sujet qui fait que ça ne se rencontre pas et là, il faut creuser. Ouais. Et ça, c'est hyper important, le 14 jours. Donc, ce jour d'ovulation qui est... Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on puisse expliquer le cycle. Donc, on s'est dit, OK, un cycle, c'est 28 jours en moyenne. Et donc, au milieu, l'ovulation à 14 jours. Mais
C'est pas le cas chez toutes les femmes. Un Ouais, cycle de 24, un cycle de 32, ce sont des cycles normaux aussi. ouais, Et on peut du coup avoir forcément une ovulation à un autre jour. Et ça, c'est hyper important. ouais, C'est le principe même de, effectivement, viser le bon jour ouais. et se connaître. Et ça, je pense que oui, ça semble un peu évident de se dire, bon, bah évidemment, tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait un ovule et un spermatozoïde qui se rencontrent, Mmh mh. certes, Ouais, mais pas tant de personnes, et je pense aussi pas tant d'hommes, sont au fait mmh, que l'ovulation, elle n'est pas à un moment précis le même jour chez tout le monde et que ouais, du coup, bah, forcément, quand on vise, il faut viser le jour qui concerne la personne en ouais, question et pas ouais, ce jour un peu idéal. ouais. Ça me fait rebondir, avant même qu'on parle des causes d'infertilité, bah, justement, parce qu'on parle un peu du fonctionnement, comment on sait? Comment je sais quand j'ovule? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour voilà, viser le bon jour avec mon partenaire? Ouais, c'est hyper important. Surtout qu'on dit le bonjour, c'est le jour où tu ovules, Mhm. mais c'est pas que ce jour-là C'est que la tu peux tomber fenêtre. enceinte. Voilà. Et Ouais. ça, c'est très rassurant. Sinon, c'est la pression. Si ce jour-là, tu es fatigué, tu es en déplacement, mon Dieu, le stress, tu vois. Mais juste pour faire une parenthèse, tu disais l'ovulation au jour 14 sur un cycle de 28 jours, il y a eu des études, c'est 13% des cycles. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas du tout la La norme norme, exact. et une règle générale et Ouais. absolue. Mais donc, comment on sait qu'on est fertile? C'est là où moi, c'est mon métier et ma passion. Mais une femme. A un cycle hormonal qui mène vers l'ovulation. Souvent, on parle de cycle menstruel, de machin. En fait, les menstruations, les règles, c'est un peu la fin du process, mais c'est pas ça le cœur du cycle. Le cœur du cycle, c'est l'ovulation. Toutes ces hormones qui se mettent en marche chaque mois pour nous faire ovuler, voilà, elles visent tout ce moment-là de libération d'un ovocyte. Et donc, pendant les premiers jours du cycle, le début du cycle, on considère que c'est le premier jour des règles, le premier jour des saignements abondants. Tu as tout un balai hormonal entre notre cerveau et nos ovaires qui se met en place. Notre cerveau qui envoie des messages pour dire à nos ovaires, vous allez me faire maturer un ovocyte. Là, c'est voilà, c'est celui-là, c'est son moment. Ces gens qui sont tous là dans notre corps dès notre naissance, ils attendent, et puis à un moment, tac, c'est eux qui reçoivent enfin, c'est lui qui reçoit le message. Il y en a plusieurs, mais qui se lancent dans la course et il y en a un qui y arrive. Et il va mettre plus ou moins 14 jours, mais encore une fois, c'est pas 14 jours tout le temps, pour être libéré. Et pour ça, il va sécréter des œstrogènes. Donc, on a toute cette période où on est sous l'influence des œstrogènes qui montent progressivement. On ovule. Une fois qu'on a ovulé, le follicule est vidé de son ovocyte qui devient accessible par le spermato. Explosion. Explosion, c'est magnifique. Ça a fait des étincelles pour de vrai. En plus, ça a été C'est filmé. assez magnifique, je trouve Ouais, aussi. ouais, c'est très beau. Et après, pendant toute la deuxième partie du cycle, on a le follicule vidé de son ovocyte qui devient un corps jaune, qui sécrète de la progestérone pour protéger une grossesse, une gestation, pendant à peu près 14 jours aussi, mais encore une fois, c'est à peu près, pour qu'un embryon qui pourrait être formé au moment de... Un spermato viendrait rencontrer l'ovocyte, qu'il ait le temps de venir s'implanter tranquillement dans l'utérus, parce qu'il met à peu près 7 à 10 jours pour ça. S'il y a une grossesse, ça envoie des messages hormonaux qui font que tout le monde reste en place, on est là pour 9 mois. S'il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas ce message hormonal. Le corps jaune, moi je le compare souvent à un papillon de nuit. Il a une durée de vie très limitée. Tu vois, il ne peut pas vivre plus de 16 jours max, entre 11 et 16 jours. Donc, s'il ne reçoit pas ce message hormonal d'un bébé qui vient de s'implanter un embryon, il se désagrège et c'est les règles. Donc ça, c'est un cycle. Et en fait, tout ça, ça se passe à l'intérieur de notre corps, c'est des messagers hormonaux. Tu pourrais te dire, bah voilà, je peux pas le voir, c'est imperceptible. Si, c'est tout à fait perceptible parce que ça envoie des biomarqueurs, des messages qu'on peut observer quand une femme qui sait un petit peu suivre son cycle. Pourquoi? Parce que les œstrogènes, donc tous ces hormones qui montent avant l'ovulation, donc qui sont très hautes quand on va ovuler, entraînent aussi la sécrétion de glaire cervicale, ce que beaucoup de femmes appellent les pertes blanches. Elles vont dire, ah mon Dieu, c'est un peu cracra ce truc, j'ai honte. Non, c'est en fait le signe qu'on s'apprête à ovuler. Donc, quand la glaire cervicale devient de plus en plus étirable, translucide, glissante, etc., c'est qu'on va ovuler. Quand elle atteint un pic que beaucoup de femmes comparent à du blanc d'œuf cru, c'est qu'on est a priori en train d'ovuler. Et une fois qu'on a ovulé, je disais que le follicule devient un corps jaune, sécrète de la progestérone. Et cette hormone, elle a plusieurs effets, au-delà de créer les conditions propices à une grossesse. C'est qu'elle vient assécher la glaire pour vraiment venir compacter un petit bouchon à l'entrée du col et protéger l'utérus si un embryon est là. Et elle vient réchauffer un peu notre corps parce que pour pouvoir être en gestation, on a besoin d'avoir une température corporelle un peu plus élevée, de 0,2, 0,3 degrés jusqu'à 0,5 degrés. Et donc, elle monte la température. Et quand on sait ça, eh ben, on sait avoir deux indices très fiables de l'ovulation. Quand la glaire arrive, c'est qu'on est fertile, qu'un spermatozoïde pourrait être maintenu en vie parce que le rôle de cette glaire, c'est de créer les conditions aussi propices à la survie d'un spermato. Le vagin est très acide et si un spermatozoïde arrive en dehors d'une période d'ovulation, il meurt en quelques secondes. Alors que là, quand il y a la glaire, elle lui crée un environnement basique qui le maintient en vie. Pendant à peu près 5 jours, il peut survivre. Donc là, on sait qu'on est fertile. Et une fois que la glaire s'assèche et que la température monte,
c'est que le game est plié, on a ovulé, on n'est plus fertile jusqu'au prochain cycle. Là, je le fais de façon hyper schématique. Non, En c'est très vrai, clair. c'est beaucoup plus... voilà, il y a des règles un peu précises, notamment si on veut utiliser ça comme contraception pour éviter cette fenêtre et pas avoir de risque de grossesse. Mais quand on veut un bébé, c'est là qu'il faut y aller. Et le reste du temps, c'est du plaisir, de l'amour, de tout ce qu'on veut, mais il y a pas de proba de grossesse. C'est super clair déjà, merci. Et on comprend tout de suite que du coup, on peut suivre ses marqueurs biologiques, regarder effectivement sa glaire, Ouais. on peut suivre sa température Mhm. aussi. Et du coup, quand on regarde ça sur plusieurs mois en tant que femme, on commence à faire une courbe Ouais. et on commence à avoir une logique et on sait quand viser. Exactement. Et c'est là où il faut viser la fenêtre fertile. Ouais. C'est à mon sens passionnant aussi. Je pense qu'on est toutes les deux un peu biaisées, mais Ouais. mais c'est passionnant de comprendre parce qu'une fois qu'on suit, on enlève ce côté. Je savais pas finalement quand y aller et parfois c'était juste ça, l'infertilité finalement, ou entre guillemets on visait moins bien et du coup il y a pas de fertilité. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'il y a aussi un point qu'il faut préciser parce que alors en tout cas moi c'est pas quelque chose que j'ai appris avant de me former. On sait pas toujours que on n'a pas tous les ovules et tous les spermatos qui sont viables. Et qu'en plus d'avoir ce côté, il faut viser le bon moment, on a aussi, même si on vise le bon moment, on va pas forcément avoir déjà une ovulation, pour commencer, mais aussi pas forcément avoir une grossesse parce qu'il n'y a pas forcément des ovules ou des spermatos qui sont viables. Ouais. Je ne sais pas si tu connais les probabilités ou les pourcentages justement de qu'est-ce qu'il y a en termes de pourcentage de fertilité par mois pour les femmes et ou pour les hommes. Je ne sais pas si c'est pareil chez les hommes. Mais je pense que c'est aussi un point qui est important à rappeler qui déculpabilise vachement. Non, et bien sûr, parce que même quand on fait tout bien, et qu'on a justement un rapport au moment où la glaire est magnifique et tu te dis, mon Dieu, là, tu n'as que 20 à 25% de chances de grossesse, selon l'âge. Ça veut dire qu'en fait, la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, même si tu les positionnes les deux au bon moment, au même endroit, ça reste une prouesse génétique incroyable que ces deux cellules fusionnent, qu'elles en créent une seule qui va se développer et faire quelque chose qui va avoir le bon nombre de chromosomes, etc. C'est dingue, c'est du délire. Et il y a aussi, moi j'avais lu un truc intéressant, c'est qu'on est une des seules espèces à avoir un si bas taux de grossesse à chaque cycle. Pourquoi ? Parce qu'on a le cerveau le plus développé et donc on a des embryons beaucoup plus compliqués. Des vaches, des lapins, à chaque fois qu'ils ont un coït, ils ont une grossesse. Nous, c'est pas le cas parce que on est un petit peu plus compliqué à construire. Donc ça, il faut vraiment se déculpabiliser. C'est aussi pour ça qu'on parle d'infertilité au bout de 12 cycles et pas au bout d'un cycle. Parce que sinon, tu te dirais, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il y a un problème. Non, déjà, ça, faut vraiment se calmer par rapport à ça. Et effectivement, après, il y a un sujet de qualité des gamètes. Donc, même si on a des super ovules magnifiques spermatos, on les met ensemble, il y a des fois où soit ils ne se rencontrent pas, soit ils se rencontrent, mais ça ne se développe pas bien et on ne s'en rend jamais compte qu'il y a eu un début de grossesse puisque l'embryon ne s'accroche pas. Et après, il y a effectivement ce sujet d'ovocytes, de spermatozoïdes qui sont pas parfaits. Donc là, pareil, même chez quelqu'un qui a des super marqueurs, tous les ovocytes ne sont pas magnifiques et tous les spermatozoïdes ne le sont pas non plus. Les spermatozoïdes, c'est assez facile à observer parce que déjà, les faire sortir, c'est plus facile que les ovocytes et on peut les passer au microscope et il y a plusieurs paramètres qu'on va regarder, mais par exemple, notamment leur morphologie. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une classification internationale et une classification française, mais en gros, on va dire en moyenne, 90% des spermatozoïdes n'ont pas la bonne forme. Donc, ils vont avoir 2 têtes, 3 flagelles, pas de queue, machin. Enfin, tu vois, donc ça déjà, parce qu'il y en a tellement qui sont produits qu'il y a beaucoup de déchets. Donc, tous ne sont pas bien. Bon, ceux qui sont vraiment pas beaux, a priori, n'arrivent pas jusqu'à l'ovule. Mais voilà, donc ça, il y en a plein qui ne savent pas se déplacer, qui ne sont pas mobiles, etc. Et côté ovocytes, c'est plus compliqué de les observer parce que il faut venir les chercher à l'intérieur du corps. Il faut faire une ponction, donc c'est sous anesthésie générale, etc. Et on a moins de marqueurs de leur qualité. Mais on a aussi parfois une oxydation, ce qu'on appelle, moi je trouve ça hyper violent, une mauvaise qualité ovocytaire. C'est balancé parfois à des femmes comme Surtout ça. Surtout après 35 ans où on l'entend beaucoup. Voilà, parce que forcément, encore une fois, c'est des cellules qui sont dans notre corps depuis qu'on est né et même quand on était dans le ventre de nos mamans. On avait ce capital de follicules, on en avait plusieurs millions dans le ventre de nos mamans. Il en restait 1 million quand on est né, 400 000 à la puberté. Et après, ça fait que décroître jusqu'à la ménopause. Mais donc, c'est des cellules qui ont le même âge que nous. Et on voit bien que notre peau, elle vieillit, que tu vois, il y a plein de fonctions qui diminuent un petit peu en qualité. Et nos ovocytes, c'est pareil. Mais sauf que comme leur vie, elle s'arrête un peu vers 50 ans, et forcément, à 35 ans, ils sont déjà vieux par rapport à leur durée de vie totale. Donc, il y a plein de trucs qui font que
intrinsèquement, il y a des gens qui vont avoir une moins bonne qualité parce que c'est peut-être des sujets sur lesquels on reviendra. Mais leur hygiène de vie fait qu'ils agressent un petit peu ces cellules-là. Et puis après, il y en a malheureusement qui n'ont pas un capital incroyable. Et puis, ça diminue avec l'âge. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en cause qui font que voilà, la fertilité, c'est pas un truc bête et méchant, c'est très plurifactoriel. Et il y a plein de... Alors, c'est rassurant aussi, ça veut dire qu'il y a plein de pistes sur lesquelles on peut travailler, mais il y a aussi plein de choses qu'on ne maîtrise pas toujours et qui rentrent en jeu, quoi. Ouais. Je trouve que c'est hyper important de le préciser parce que pour remettre dans le contexte justement de déculpabilisation et de rendre ce sujet le moins tabou possible, bah oui, c'est assez normal que ça fonctionne pas. On entend toujours ces histoires. Oh, moi, ça a fonctionné du premier coup, j'ai arrêté la pilule. Bah oui, c'est génial, c'est de la chance. C'est vraiment... Et rappeler ça, je pense que ça déculpabilise beaucoup de personnes parce qu'il y a une énorme part de chance là-dedans. Ouais, bien sûr. Et bah voilà, parfois, il n'y a pas de problème de fertilité, il faut juste tenter plusieurs cycles. Et comme on le disait, dans le cadre, on considère que l'infertilité, c'est quelque chose, c'est un sujet après 12 mois ou 12... chez les femmes de 35 ans, on a quand même tendance à dire, du coup, parce que, bien expliqué, il y a une baisse de la fertilité, une baisse de la qualité ovocitaire notamment. On conseille en tout cas d'attendre moins longtemps, plutôt 6 mois, exactement. Je sais qu'aux États-Unis, les directives après 40 ans sont 3 mois, voire même de commencer directement à médicaliser le parcours. Donc voilà, en tout cas, il faut être proactif. C'est un peu le sujet. Ça nous fait une bonne transition sur les causes principales de l'infertilité. On a parlé du coup de la qualité ovocitaire, de l'âge qui joue. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des autres, on va dire, conditions, des autres raisons qui pourraient expliquer une infertilité, les plus communes? On va pas rentrer dans les trucs les plus, les plus rares possibles, mais on va dire les causes les plus communes chez les femmes d'abord et ensuite chez les hommes. Il y en a plein. Il y a les causes très médicales qui sont celles qu'on va explorer dans un bilan d'infertilité. Chez les femmes, typiquement, c'est est-ce que les trompes sont perméables? En gros, est-ce que le chemin est déblayé et permet que les gamètes se rencontrent? Ou est-ce qu'il y a un mur au milieu qui fait que c'est impossible? Ça, c'est vraiment le vrai sujet. Est-ce qu'il y a des ovulations? Donc, tu as des femmes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques ou qui sont carrément en aménorrhée et qui, du coup, n'ont pas d'ovulation. Donc là, il va y avoir des bilans hormonaux. Il y a comment est la cavité utérine? Est-ce qu'il y a des polypes qui gênent, des fibromes, une endométriose, de l'adénomiose, etc. Donc voilà, ça, c'est toutes les causes très médicales qui vont être explorées, où il y a des examens pour ça, etc. Et côté masculin, ça va être le fameux spermogramme, qui est le premier examen, mais où tu peux aller beaucoup plus loin avec aussi des bilans hormonaux, regarder la fragmentation de l'ADN. Donc, est-ce qu'en gros, il est altéré et on a justement un ADN qui fait que ça ne va pas donner un embryon qui va bien se développer. Donc ça, c'est les trucs classiques que tu fais dans un bilan d'infertilité avec de la biologie, de l'imagerie et de la clinique en discutant avec les gens, en sachant un peu les symptômes qu'ils ont, etc. Et après, il y a tout ce qui sort de l'expliqué et qui devient le fameux inexpliqué, mais qui est encore une fois inexpliqué en l'état des connaissances scientifiques et au regard des examens qui sont faits, mais qui vont beaucoup plus loin. Et c'est là où on va parler beaucoup plus d'hygiène de vie, d'équilibre hormonal, de moi ce que j'appelle beaucoup les fauteurs de troubles, toutes ces hormones thyroïdiennes, surrénaliennes, l'insuline, etc., qui viennent brouiller les messages. Et là, c'est des choses qui ne sont pas forcément regardées en première intention. Alors, la thyroïde, si, beaucoup plus, mais pas forcément de façon très fine, et qui vont impacter beaucoup la fertilité. Et après, il y a évidemment l'hygiène de vie, où ça, c'est très bateau. Quand on dit ça, on a l'impression de dire un lieu commun. Et en même temps, il y a tellement de sujets autour de ça et de choses où on se dit « ouais, non, aller sur un malentendu, ça passe ». Alors qu'en réalité, il faut se dire que, encore une fois, les gamètes, c'est des cellules hyper fragiles. Les spermatozoïdes notamment, c'est, n'en déplaise aux hommes, c'est vraiment pas du tout solide comme cellules. Encore une fois, il y en a tellement qu'elles sont très, très fragiles, très sensibles au stress oxydatif, très sensibles à l'inflammation, etc. Et aujourd'hui, on a des hygiènes de vie très pro-oxydantes, très pro-inflammatoires, et on crée des conditions pas du tout propices à leur développement. Donc voilà, c'est un peu ça, tous les trucs, nous, qu'on explore en tout cas beaucoup dans notre travail, et sur lesquels on a des leviers d'action pour apaiser le terrain, pour en gros apporter ce qui fait du bien. Tu sais, souvent, nous les femmes, on a toutes fait des cures de levure de bière ou des machins, de mettre des trucs sur notre peau, parce que tu sais, on a cette conscience des nutriments qui agissent sur certaines parties de notre corps, sur certaines cellules. Les gamètes, c'est pareil. Tu vois, il y a vraiment des choses qui leur font du bien, qu'il faut leur apporter, et puis d'autres qui leur font pas du bien du tout et qu'il faut essayer de réduire, voire même dans l'idéal de supprimer. Ouais. C'est un bon rappel aussi
de la différence entre guillemets sur ce qu'on peut changer ou pas. Il y a le Ouais. côté évidemment, comme tu le disais, diagnostic, comprendre s'il y a des conditions gynécologiques, hormonales, etc., qui du coup vont être plutôt adressées médicalement. Bien que chacune des conditions que tu as pu citer sont abordables d'un point de vue style de vie aussi. Pour le coup, Ouais. là, c'est mon métier, mais quand on parle d'endométriose, quand on parle de SOPK, c'est vraiment les deux grosses conditions gynécologiques, même si systémiques plutôt, mais les deux grosses conditions médicales qui sont associées à l'infertilité, sur lesquelles on va avoir des moyens d'action quand même. Ouais. Mais ça nous rappelle qu'il y a effectivement tout ce champ de l'environnement. Mm. Et en introduction, on parlait de pourquoi on parle de plus en plus d'infertilité. Et pour le coup, j'en suis persuadée, c'est ce qu'on commence aussi un peu plus enfin à étudier. L'impact de notre environnement, c'est aussi... Alors, le fait d'être en 2026, ça fait qu'on a aussi accès à des moyens pour résoudre les problèmes de fertilité et notamment des techniques avancées aujourd'hui qui nous permettent d'aller bien plus loin que ce que pouvaient faire nos parents. Mais en contrepartie, on a aussi été exposé, comme tu le disais, comme tu venais juste de l'aborder, à de plus en plus de styles de vie, de facteurs environnementaux qui sont néfastes pour la santé hormonale de manière générale, la fertilité. Tu parlais, et on va commencer là-dessus, tu parlais des spermatos qui sont ultra sensibles. La spermatogénèse, c'est 74 jours, c'est ça Ouais, à peu près. exactement. Donc ça veut dire on a un renouvellement des spermatozoïdes tous les 74 jours. Donc vous avez, messieurs, le temps d'agir pour améliorer finalement leur santé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ils sont le plus sensibles justement? Qu'est-ce qui est le plus néfaste dans l'environnement, le quotidien, le style de vie? Est-ce que justement les hommes peuvent mettre en place aujourd'hui? Alors, c'est vraiment ça. Eux, c'est vraiment l'oxydation. Donc, tout ce qui est pro-oxydant qui va. En fait, les spermatos, il faut les voir comme ils ont un petit chapeau, tu vois, et en fait, tu leur envoies des coups dans tous les sens et paf, ça les casse. Et ils sont très, très sensibles au stress oxydatif. Donc, c'est tout ce qui va accentuer ça. Le stress, déjà, dans lequel on baigne au quotidien par rapport à nos états de santé mentale, etc. Et puis après, ce stress oxydatif, il vient de plein d'autres choses dans l'alimentation. Et c'est comme l'inflammation avec l'alcool, l'alimentation ultra transformée. Moi, j'ai un vrai sujet aujourd'hui par rapport à notre exposition aux perturbateurs endocriniens qu'on, pour une grosse partie, ne maîtrise pas. Et ça me rend folle. Et c'est vrai, quand je vois ces discours politiques de ce qu'on peut faire, envoyer une lettre à tous les Français à 29 ans, etc., moi, j'ai envie de dire, mais faites attention. Enfin, tu vois, soignez ce à quoi vous nous exposez, en fait, au quotidien, que ce soit par ce qu'on mange, par Qu'on respire, ce qu'on respire. Voilà. Et c'est tout des trucs, en fait, moi, c'est le seul moment, je trouve, où on rentre dans du fatalisme en matière d'infertilité, où il y a plein de trucs. Moi, je passe ma vie à dire, vous avez du pouvoir, vous pouvez faire plein de trucs. Et là, d'un coup, tu te dis, bah ouais, mais mince, en fait, tu vois, je maîtrise pas tout. Et à moins d'aller vivre dans une yourte au fin fond de la Corrèze. Et encore, tu vois, moi, j'habite à la campagne, il y a des champs partout autour de chez moi. Et ça me rend folle. Et je me dis, en fait, je peux rien faire. Tu vois, je ne peux rien faire. Et il y a probablement des pesticides qui sont répandus, etc. Et je ne peux rien faire. Donc, c'est un vrai sujet aussi lié à à la société moderne et à tout ce qui se développe pour toujours plus de productivité, de production, etc., qui est, je pense, beaucoup à notre détriment. Et si la fertilité des hommes a autant diminué, c'est pour plein de raisons, mais aussi beaucoup ça. Et là, pour le coup, c'est très documenté, c'est très étudié, l'impact des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est toutes ces petites molécules qui miment nos hormones et qu'on va retrouver, pour le coup, dans les pesticides, mais dans les plastiques, dans l'alimentation, dans ce qu'on met sur notre peau, dans ce sur quoi on réchauffe, dans nos parfums, etc. Et ça, c'est, je pense, un des plus gros impacts aujourd'hui. Donc, c'est le truc du colibri. À ton échelle, tu peux faire plein de petites choses. Donc, essayer vraiment d'assainir nos produits ménagers, ce qu'on met dans nos cuisines, etc. Et puis après, aussi pas tomber dans cette fatalité parce que sinon, c'est hyper déprimant comme sujet. Donc, on a quand même la main sur plein de choses, mais ça, c'est un vrai sujet pour la fertilité masculine. Et après, il y a effectivement la malbouffe. L'obésité, c'est un super point. L'obésité, c'est un impact évidemment sur la fertilité masculine. Les femmes comme les hommes, parfois, c'est hyper dur ce que je vais dire et je sais à quel point c'est compliqué pour certaines femmes et certains hommes de perdre du poids. Mais parfois, perdre 2-3 kilos, ça va aider beaucoup parce que d'un point de vue métabolique, encore une fois, il y a plein d'interactions entre toutes nos hormones et ça vient perturber l'ovulation, la spermatogénèse. Donc parfois, ça peut jouer grandement. Le sport, il y a plein de choses qui font du bien. Le sport en excès fait pas du bien, par contre, parce qu'il crée du stress
stress oxydatif. Donc, il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit. Mais ouais, c'est très sensible et en fait, c'est comme si on vivait dans un espèce d'environnement avec des chalumeaux partout, tu vois, qui agressaient. Donc, il faut se dire, OK, quel chalumeau je peux éteindre? Moi, j'ai la main sur quoi? Les pétards, c'est un truc de fou. Tu vois, un homme qui fume, et ça, c'est un truc, moi, qui me tient très à cœur, c'est que parfois, les hommes ont la fausse croyance que si une femme tombe enceinte, c'est-à-dire que eux, c'est bon. Oui. Leur spermato a fait le job et c'est après la femme qui n'arriverait pas à garder la grossesse. Alors qu'en fait, pas du tout. Encore une fois, un embryon qui a réussi à se développer mais qui n'avait pas le bon ADN, qui n'était pas bien fichu d'un point de vue chromosomique, va peut-être commencer à se développer et s'arrêter. Et énormément d'arrêts de grossesse précoces sont liés à une mauvaise qualité du sperme et notamment à des hommes qui fument, qui prennent des drogues, etc. Donc voilà, il y a plein de... On peut rentrer sur 1000 pistes, mais voilà, il faut pas avoir des fausses croyances comme ça parce que c'est pas parce qu'on tombe enceinte que le job is done. Ça, Merci de parler de ça parce que c'est un vrai sujet, je pense, que j'entends énormément revenir, la culpabilité des femmes autour de l'interruption de grossesse, des fausses couches, alors que justement, quand on remet dans le contexte, une grande part de la responsabilité revient aussi à la qualité du sperme là-dedans. C'est hyper important. Alors évidemment, il y a des conditions gynécologiques qui vont jouer, bien sûr, aussi. On parlait d'adénomiose tout à l'heure, par exemple, mais il y a la qualité qui rentre en jeu. C'est hyper important parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui reste énormément sur le dos des femmes. Et chez les femmes qui le vivent dans leur corps, c'est terrible. Donc si on peut faire quelque chose pour empêcher la personne qui partage notre vie de vivre ça, waouh, faut y aller, quoi. Et on parlait d'obésité, je pense que c'est vraiment un gros point. On a l'impression, en tout cas, moi vivant aux États-Unis, quand je reviens ici, on a l'impression, en France, je trouve beaucoup qu'on est un peu isolé de ce problème d'obésité. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et il y a un vrai impact, effectivement, sur la fertilité. Notamment, on parlait de la santé métabolique, notamment de la résistance à l'insuline. Des choses qu'on ne sait pas. Des choses qui sont cachées, parce que souvent, dans des bilans, on va dire, basiques, on va regarder le glucose à jeun, par exemple, et on ne va pas regarder votre insuline à jeun, on ne va pas regarder votre indice OMA, Quickie, etc. Et on ne va pas savoir qu'on a cette résistance à l'insuline qui se développe. Pour information, on peut aussi ne pas être en surpoids avoir une résistance à l'insuline. Et c'est un énorme sujet parce que ça va impacter la fertilité. Et donc, on parlait tout à l'heure des bilans un peu basiques qu'on fait faire autour des problèmes de fertilité, ce qu'on va regarder d'un point de vue gynécologique, etc. Mais j'ai souvent tendance à préconiser justement d'aller un peu plus loin. Tu parlais de la thyroïde, typiquement d'aller chercher un peu plus que juste la TSH. Quand on a des difficultés face à la conception, d'aller chercher effectivement au niveau des bilans biologiques, des bilans sanguins, un peu plus en profondeur et notamment de regarder ces éléments autour de la santé métabolique, mais aussi du stress oxydatif, exactement ce que tu viens de préciser. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on peut aussi agir avec précision. Combien de temps en avance, avant de penser à la conception, tu préconises de se poser toutes ces questions-là, même si on n'a pas de problème de fertilité? C'est-à-dire que j'ai un couple sain qui se dit, OK, projet bébé. Est-ce qu'on se dit, allez, c'est parti, on y va, pas sans se poser de questions, ou est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on optimise? Et si oui, combien de temps avant? Moi, je trouve que dans notre vie, on contrôle tout. On a souvent tendance à anticiper plein de choses. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire dans ce cas-là parce qu'il y a plein d'impacts. Moi, tu sais, nous, on a notre Fertility Club, là, donc notre programme où on accompagne des couples, des femmes et des couples en désir de grossesse. Et il y a toute ma team des anticipatrices qui sont des femmes qui n'ont même pas commencé et qui viennent préparer leur corps. Et moi, je les adore. Je me dis, mais c'est génial, en fait, de faire ça. On n'est pas obligé, mais tu te mets déjà dans une posture actrice où tu sais que tu vas... préparer quelque chose qui a un impact énorme sur ta vie et tu fais pas, tu vois, tu le fais en conscience, etc. Et surtout, la façon dont tu prépares ton corps va avoir un impact sur tes capacités à tomber enceinte, ça c'est sûr, mais sur après ta grossesse, la santé de ton bébé, ton postpartum, etc. Et donc, arriver le premier jour de la grossesse avec un bon statut micronutritionnel, par exemple, en n'ayant pas de carence, c'est des choses qui vont être hyper importantes pour la santé du bébé. On a cette conscience de l'acide folique, le fameux acide folique qui est prescrit par tous les gynécos aux femmes qui disent « Tiens, je vais arrêter ma pilule, je me lance dans un projet bébé ». Parce que justement, il faut que dès le jour 1, le jour où on ne sait pas du tout encore qu'on est enceinte, on ait un bon statut en acide folique parce que le bébé, c'est très important pour le développement de sa moelle épinière, etc. Après, l'acide folique synthétique, c'est pas forcément le bon format, mais on va peut-être pas rentrer dans ces débats-là. Mais du coup, c'est le seul dont on parle beaucoup d'un point de vue santé, enfin médecine classique. Mais en fait, il y a plein d'autres
micronutriments qui sont importants. Les hommes, d'avoir un bon statut en zinc, justement, c'est l'arme anti-stress oxydatif pour les spermatos. Donc, on permet d'avoir des spermatos en meilleure santé. Et en fait, tu l'as dit, la spermatogénèse, c'est 74 jours. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si c'était une longue chaîne de production. Et puis, tu as des spermatos comme ça, un peu tout le long, qui sont à un stade de développement. C'est comme une voiture. Donc, il y a un jour où tu rajoutes une roue, tu rajoutes le frein, je ne connais rien, mais voilà. Et puis, à la fin, tu as une voiture finie, là où au début, tu avais juste une pièce. Les spermatos, c'est pareil. Premier jour, ils sont tout petits, machin, et puis ils se développent. Et au bout de 74 jours, ils sortent. Et oui, ils sortent pas d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont prêts. Et en fait, pendant ces 74 jours, à chaque moment, si tu allumes ton chalumeau et que tu viens mettre un coup sur la chaîne de production, donc, et ben en fait, tu les défonces tous, peu importe le stade de développement auquel ils sont. Et c'est pour ça qu'il faut attendre 74 jours pour qu'un nouveau qui était à l'étape 0 arrive à la fin, soit après. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire un spermogramme si on a eu de la fièvre dans les 2 mois et demi avant, parce que la fièvre, malheureusement, ça vient faire un petit peu l'arme de destruction massive sur les spermatos. Si tu as pris une énorme cuite, c'est un coup de chalumeau sur ta chaîne de prod. Donc, tout ça pour dire que si, pour les hommes, et après je pourrais parler des femmes, mais pendant ces 74 jours, tu te dis, je crée la chaîne de production la plus safe possible, et ben je sais que quand je démarre les essais, j'arrive avec une production entièrement bien optimisée, etc. Avec un bon statut micronutritionnel, pas d'agression, etc. Et chez les femmes, on n'a pas ce concept de spermatogénèse, mais on a quand même, donc je le disais, on est avec notre stock d'ovocytes, donc on pourrait se dire, ils sont là, c'est mort, tu vois, j'ai plus rien à faire. Sauf qu'en fait, il y en a un petit pool qui se lance dans la course à l'ovulation et ça met à peu près 3 mois, c'est bien fichu aussi, pour que le moment où ils sortent de leur dormance et le moment où tu en as un qui va gagner, cette période-là dure à peu près 3 mois. On dit qu'il passe au stade préantral, au stade antral, et puis après au stade du follicule de Graaff, on l'appelle. Et là, c'est pareil. En fait, tu peux aussi créer des conditions propices à leur développement, à une bonne stimulation hormonale, faire en sorte que voilà, ton cerveau et tes ovaires parlent bien, qu'ils ne soient pas agressés non plus. Et tout ça pour dire que tu vois, tu as 74, donc 2 mois et demi d'un côté, 3 mois de l'autre. Donc en gros, 3 mois avant, tu peux te dire que comme tu vas préparer ton marathon ou j'en sais rien, et ben là, tu te dis, waouh, allez, on se fait plaisir. Il y a aussi un côté un peu de solidarité. Tu sais que la femme, elle va après, pendant 9 mois, avoir des contraintes, entre guillemets, alimentaires. Et ben, tu prépares le truc à 2 et tout le monde se met dans ce mood-là. Et au moins, quand tu démarres le jour 1, tu sais que le corps, il est fin prêt. Et puis après, ça marchera pas. Ça marchera peut-être pas tout de suite, mais tu es dans cette dynamique. Ouais. J'adore aussi que tu aies parlé de certains micronutriments parce qu'effectivement, il y a beaucoup de carences. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on commence à être enceinte, en début de grossesse, on vous dit prenez une prénatale, donc avec certaines vitamines, certains minéraux. Mais, et moi j'insiste beaucoup dans ma pratique, pour le coup, c'est hyper intéressant de le faire avant. Soit de prendre une prénatale, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter. C'est vrai que ça couvre une bonne, en général, une bonne partie des besoins. Il y a pas toujours, il manque certaines fois dans certaines prénatales, les oméga 3, mais voilà, à vérifier. Mais le mieux, à mon sens, c'est justement, dans ces fameux 3 mois, cette fenêtre, c'est de tester. Pour justement savoir, notamment en France, on a une carence qui est extrêmement commune, qui est la carence en iode. Pas que en France, mais en France, c'est très, très, très présent. Ça commence d'ailleurs à devenir un sujet national, lui aussi. Je ne sais pas si on va recevoir une lettre, mais... Allez tester votre iode à 29 ans. Mais c'est un vrai sujet et l'iode, c'est hyper important pour la santé thyroïdienne et du coup, pour la santé, pour la fertilité de manière générale. Donc, je pense que c'est important quand on veut être proactif, comme tu le disais, c'est pas obligatoire. On peut améliorer plein de choses sans savoir. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup ce côté supplémentation sans savoir. J'aime bien supplémenter quand il y a besoin, pas supplémenter quand il n'y a pas besoin. Et aller voir ce qui manque potentiellement, regarder tous ces micronutriments, toutes ces vitamines qui sont nécessaires, vitamine D, etc. Et targeter ce qu'il faut targeter. À mon sens, c'est hyper important. On parlait du stress oxydatif, de l'inflammation, qui vient poser problème à la santé des spermatos. La plupart de ces points-là sont aussi valables pour les femmes, on est d'accord. Il y a un point dont on n'a pas parlé pour les hommes qui est le point de la chaleur. La chaleur, et j'ai envie de dire la compression, parce que j'ai une petite histoire d'ailleurs là-dessus qui est un peu drôle. J'adore. Je la veux. Est-ce que tu peux nous parler du souci de la chaleur, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faudrait arrêter de faire pendant ces fameux 74 jours ou 3 mois si on veut la solidarité des 3 mois, et le côté compression également. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui du slip chauffant, la contraception thermique. Donc les gens commencent à comprendre qu'il y a un sujet contraceptif avec la chaleur, mais
On ne fait pas le raisonnement inverse de dire si je peux bloquer la production de spermatozoïdes avec de la chaleur, ça veut dire que si je ne veux pas la bloquer mais que j'amène de la chaleur, c'est peut-être problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, anatomiquement, si les hommes ont les testicules qui pendouillent, c'est pas parce qu'on s'est dit que c'était esthétique, c'est parce que il faut que ce soit à 2 degrés à peu près inférieur à la température du corps pour permettre la production des spermatozoïdes. Tout à l'heure, je disais que la progestérone, elle faisait monter la température du corps pour créer les conditions propices à une grossesse. Donc, pour qu'un embryon se développe, il faut un peu de chaud. Mais pour que des spermatozoïdes se développent, il faut du froid. Et donc, les testicules sont à peu près à 35 degrés, alors que le reste du corps est à 37 pour qu'on ait des spermatos. Le principe de la contraception thermique, c'est qu'il y a des gens, justement, qui ont très bien compris ça et qui se disent, si on remonte les testicules et qu'on vient les mettre, en fait, au niveau du scrotum et à la même température que le reste du corps, on bloque la spermatogénèse. Et même si aujourd'hui, c'est encore imparfait, il n'y a pas assez d'études pour que ça puisse être recommandé par les autorités de santé, etc., reste qu'il y a plein de chiffres qui montrent que si tu fais ça, au bout de 2 mois et demi, 74 jours, tu n'as plus de spermatozoïdes vivants dans le sperme parce que tu as réchauffé le truc. Pourquoi c'est hyper important ? Parce qu'il y a plein d'hommes qui, sans s'en rendre compte, font un slip chauffant au quotidien parce qu'ils vont porter des sous-vêtements et des vêtements trop serrés. Le slim, je pense que, je ne sais pas si la mode du slim, s'il y a une étude un jour sur son impact sur l'infertilité masculine, mais clairement, c'était peut-être pas top. Parce qu'ils vont être assis toute la journée et trop sédentaires et pas assez se lever. Et en fait, quand on est assis, les hommes savent mieux que moi ce que je vais dire, ça remonte. Parce qu'ils vont être dans des voitures toute la journée avec le siège chauffant, parce qu'il y a beaucoup d'impact sur les cuisiniers au chaud, tu sais, qui sont face à du chaud toute la journée. Enfin voilà, il y a tous ces sujets-là, des hommes qui font des saunas beaucoup trop souvent, des bains chauds, des douches très chaudes, etc. Ça va venir perturber, voire bloquer la spermatogénèse. Donc, il faut faire très attention à ça, faire en sorte de laisser cette anatomie vivre sa vie, voilà, de dormir tout nu, de se lever régulièrement quand on travaille, de faire des petites marches pour enlever ce côté remonté des testicules et pas venir chauffer le truc et bloquer du coup la production. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que j'ai eu cette question, j'ai eu cette histoire à un couple qui avait des difficultés de concevoir et on creuse, il y a vraiment rien qui ressort jusqu'à ce qu'on creuse avec le monsieur et qu'on se rende compte que il fait du vélo avec donc un cycliste, un cycle de cyclisme très très serré et qui fait du vélo beaucoup, à la fois parce que c'est partie de son travail et aussi parce que il a comme un standing desk mais sur un vélo. Donc, du coup, il fait du vélo en travaillant. Toute la journée. Donc, quasiment toute la journée. Et en fait, c'était la cause. Il n'y avait rien d'autre qui se passait mal, c'est cette espèce de compression. Et comme tu disais, le fait que ça remonte et donc, du coup, il y a la température qui augmente. Ouais. Et faut pas faire flipper aux hommes qui vont au boulot en vélo. Non. Voilà. Faire et de la même manière, ça va. on peut faire un sauna une fois par mois, c'est pas grave. Exactement. C'est la répétition. Exactement. Et le fait de le faire beaucoup tout au long de la journée, là, effectivement. Et c'était le mystère. On ne trouvait pas jusqu'à ce que on creuse sur le lifestyle, en fait. Il me dit, non, je suis hyper actif, je travaille toute la journée à vélo. Je fais, comment ça ? Et voilà, on a creusé, ça venait de là. Mais ouais, c'est... Le vélo chauffant. Le slip chauffant. Vélo slip chauffant, exactement. Ça, en tout cas, c'est effectivement pas pour faire peur aux hommes. Et si vous allez faire un sauna ou un bain dans le mois, c'est pas grave. Ouais. Et puis, ça sert à rien non plus de mettre du froid. Tu sais, il y en a qui voudraient mettre des poches de froid, mais après, si tu le fais bien avec un truc qui protège, mais sinon, ça peut faire très mal, le froid. Donc voilà, c'est pas... L'inverse n'est pas vrai. Voilà, pas besoin de les congeler. Bon, voilà, messieurs, ne congelez pas les testicules. Ouais. On parlait du coup de l'oxydation, l'inflammation, etc. Si on devait rassembler les grandes guidelines, les choses à mettre en place dans ces fameux 3 mois, du coup, on est prêt, on veut se lancer, on a 3 mois d'optimisation, ou parce qu'on a des soucis de fertilité, difficulté à concevoir, qu'est-ce qu'on peut optimiser ? Quelles sont les grandes catégories, les grands conseils que tu pourrais partager ? Ouais. Il y en a plein, mais déjà, tu parlais des multivitamines, des prénatales, etc. Ça vaut pour les femmes et pour les hommes. Les hommes aussi ont besoin d'acide folique, de vitamine B9, méthylée. Donc voilà, déjà, faire un check micronutritionnel si besoin, voir où est-ce qu'il y a des grosses carences, où il faut y aller au bazooka avec vraiment des grosses quantités, notamment on parlait du zinc, de la vitamine D pour les femmes, le magnésium, etc. Donc faire ce check et après, ça peut être très bien de prendre un multivitamine parce que là au moins tu sais que tu as les apports recommandés. Ça c'est un petit peu la base. Mais ça c'est un peu l'arbre qui masque la forêt. Et la forêt c'est tout ce qu'on fait au quotidien qui va venir... perturber la fertilité et faire que c'est pas parce que tu prends des multivitamines que tu vois ça te défausse de tout ça. Donc essayer d'avoir une alimentation la plus riche en gras par exemple possible, en bons gras. Pourquoi ? Parce que les hormones
qui permettent la production des spermatozoïdes et la maturation des follicules. Œstrogène, progestérone, testostérone, c'est des hormones stéroïdes, donc issues du cholestérol. Et si on a des alimentations trop pauvres en gras, eh ben, on ne produit pas ces hormones et on ne produit pas ces gamètes. Donc ça, c'est hyper important. Cette alimentation riche en bons gras, en protéines, tu vois, tous les trucs pareils on a l'impression que c'est des lieux communs, mais ça l'est pas tant que ça. Petit-déj très riche, très protéiné, enfin voilà, d'avoir cette alimentation qui vient amener nos fameux meilleurs amis de notre fertilité, essayer de retirer tous les irritants, l'alcool. L'alcool, on peut, si ça fait partie de notre plaisir et de notre équilibre, en avoir un petit peu de temps en temps, mais pas en grosse quantité, pas trop répété. Pour les hommes, ce qui est vraiment très, très mauvais, c'est ce qu'on appelle le binge drinking, tu vois, c'est de prendre une énorme cuite, parce que ça, c'est mon coup de chalumeau sur la chaîne de production. Mais un petit peu de temps en temps, ça peut être bien, mais voilà, faire attention à ça. Évidemment, le tabac, la drogue, etc. Ouais. Tout ce qui est alimentation ultra transformée, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Voilà, essayer de se dire, c'est quoi les conditions les plus optimales que je peux créer pour mon corps, sans rentrer dans un couvent, parce que sinon tu deviens fou. Et quand tu démarres les essais, ça peut très bien marcher dès le premier cycle, comme ça peut mettre des mois, voire des années. Et en fait, il faut que ce soit tenable sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est important de garder des plaisirs, d'avoir des choses, voilà, si le verre de vin du vendredi soir, c'est ton moment de kiff, ben, il est beaucoup plus bénéfique que destructeur. Voilà, mais c'est un peu ça. Avoir une pratique sportive modérée, mais quand même bien présente, parce que c'est hyper important pour l'équilibre hormonal global, pour tous ces fauteurs de troubles, pour tout ça. Bien dormir. Toi et moi, on est équipés, on sait. Et on comparait nos scores en arrivant. C'est la base de tout. Donc ça, c'est aussi hyper important. Enfin, c'est tout des choses dans l'hygiène de vie quotidienne qui permettent de mettre son corps, de préparer son corps au mieux. Et puis après faire l'amour au bon moment. Mais ça, c'est encore une fois la base, mais beaucoup trop sous-cotée. Oui, très sous-cotée, parce qu'on n'est pas très nombreuses, je pense, à surveiller notre cycle et à le comprendre. Donc non, c'est extrêmement sous-coté. La glaire cervicale est extrêmement sous-cotée. Quand on parle de mucus ou de perte blanche, on sait déjà qu'on ne l'a pas compris, cette glaire cervicale. Mais non, c'est des très bons rappels. Avoir vraiment une alimentation la plus méditerranéenne possible, la plus entière possible. Comme tu le disais, sans psychoter. C'est-à-dire que voilà, s'il y a une soirée pizza, il y a une soirée pizza. C'est oui, et puis ça peut être très bien, pizza. Ça rentre d'ailleurs dans la Méditerranée. Donc oui, ça tout à fait. Il n'y a pas plus méditerranéen qu'une pizza. Faire attention, comme tu le disais, pas trop de sport, parce que là aussi, ça peut être problématique chez les femmes et chez les hommes, mais à la fois bouger. Mais du sport quand même, Ce côté résistance à l'insuline, régulation glycémique, santé métabolique. Donc, on fait attention, comme tu disais, à manger suffisamment de protéines, parce que ça, c'est quelque chose qui manque souvent. Et des bonnes graisses, de faire attention à ne pas avoir de sucre trop isolé ou de sucre raffiné en grande quantité. On vérifie effectivement ces marqueurs pour avoir une idée des micronutriments qui sont nécessaires. Et je pense que c'est une bonne base avec l'observation du cycle. Et vraiment, à mon sens, il faut toujours en revenir là, même si on a cette approche juste pour la partie fertilité, c'est-à-dire qu'en termes de contraception, la symptothermie, la méthode d'observation du cycle, pour la fertilité, c'est vraiment un outil, à mon sens, qui enlève énormément de frustration pour beaucoup. Et de pression. Et de pression du jour J. C'est qu'en fait, c'est terrible quand tu penses qu'il y a 15 jours où tu es fertile, parce que, waouh, tu vois, paye ta performance qu'il faut livrer, et si tu n'as pas envie, c'est dur. Le test d'ovulation, le smiley qui clignote, c'est le pire cauchemar de plein d'hommes. De mon Dieu, ça y est. Tu vois. Alors que là, tu sais que tu as une fenêtre beaucoup plus large, que tu as 5, 6, 7 jours. Tu le fais pas aujourd'hui, ce sera demain. Si tu n'as pas envie aujourd'hui, bah, ça a été hier, c'est bon, c'est fait. J'ai placé mes spermatos sur zone, je suis serein. Mais oui, c'est hyper important pour l'équilibre du couple, pour garder de l'amour, du plaisir, pour pas devenir trop mécanique. Et à contrario, tu as ce truc du 14e jour ou du smiley du test d'ovulation qui clignote. Et tu as le discours médical qui est faites l'amour tous les 2 jours. Et ça, moi, je dis souvent, je bosse beaucoup avec des gynécos, je dis, mais il n'y a que vous pour avoir cette libido-là. Qui fait ça? Tu vois? Quand tu le dis, tu le penses vraiment et tu le fais. Mais non, en fait, personne. Alors, le premier mois, grave. Même tu fais 3 fois par jour, tu es à fond. Deuxième mois, ça va. Au bout d'un moment, tu dis, bah non, en fait, il y a ma vie. J'adore la personne avec qui je vais faire un enfant, mais non, c'est pas tenable. Donc, ça permet le bon entre-deux de savoir quand est-ce que, oui, c'est bien d'y aller, là, faut pas louper le coche. Et puis, le reste du temps, pas se mettre la pression pour rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de rencontre possible. C'est aussi pas comme ça qu'on fonctionne hormonalement, de manière générale, d'avoir envie
tout le temps. Ah bah ouais. Il y a une raison pour laquelle il y a des moments où on a plus envie, c'est Ouais. parce que notre corps est bien fait, justement. Ouais, Donc, ouais. un peu aller contre ça, c'est aussi un peu... Ouais, et les femmes et les hommes. Ça, c'est un gros tabou à faire lever. Oui. Nous, quand on fait nos soirées dans le Fertility Club là-dessus, c'est ceux qui se lâchent le plus en disant je n'en peux plus, tu vois, c'est les hommes. Ils disent mais merci, elle me fout la paix, tu vois, pendant un moment. Mais parce que je grossis le trait, évidemment que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais il y a des couples qui vivent très très mal cette pression sexuelle et à qui cet outil, ce décodeur en fait de leur fertilité, de quand est-ce qu'ils sont fertiles ou pas, ça leur sauve la vie. Ouais. Tu as vu, toi, en pratique, justement, des cas d'infertilité ou difficulté à concevoir qui, justement, se résolvent juste grâce à Mais l'observation du plein. cycle? Ouais. Mais nous, c'est pas que ça, mais c'est énormément ça. Des femmes qui découvrent en fait qu'elles faisaient jamais l'amour au bon moment, ou des femmes à qui on avait expliqué un peu le principe du cycle, mais qui ont des phases lutéales trop courtes. Donc, qui calculaient, elles, le moins 14, en disant la phase post-ovulatoire, on m'a dit que ça durait toujours 14 jours, ça c'est sûr. Donc, ils loupaient le coche, alors qu'elles avaient déjà un raisonnement, tu vois, de viser juste, mais pas du tout le bon, parce qu'elles avaient des phases lutéales beaucoup trop courtes. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, tu vois, dans tout ce qu'on peut faire. Nous, on bosse beaucoup avec la phytothérapie aussi. Oui. Et il y a plein de plantes qui peuvent venir aider justement à réguler le cycle. Quand on n'a pas assez de progestérone, on va l'optimiser, etc. Donc, il y a aussi plein d'outils par là, où là, il faut être un peu plus initié et se faire accompagner, mais on peut faire plein de trucs. Mais oui, nous, on voit plein de couples comme ça qui retrouvent, enfin, d'un coup, à qui ça donne la clé, en fait, qui déverrouille. C'est pas magique, ça suffit pas pour tout le monde, mais c'est déjà la base qui peut te faire gagner un temps fou. Et qui peut éviter une médicalisation qui n'était pas nécessaire. Ouais, Qui trop dommage. Qui est lourde, parce que c'est émotionnellement et physiquement compliqué. Et la médicalisation, tu peux l'éviter par le fait de viser juste, c'est une chose, mais par tout ce qu'on vient de se dire sur l'hygiène de vie. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on bosse beaucoup avec des centres PMA, etc. Parce qu'ils disent, en fait, nous, on reçoit des gens qui n'ont rien à faire en face de nous. Parce qu'on sait très bien que la solution, elle n'est pas là. Que c'est pas la FIV qui va augmenter les chances de grossesse, parce qu'il y a un vrai sujet derrière d'hygiène de vie, etc. Donc, allez creuser cette piste-là, où on la creuse en parallèle, mais la médecine, c'est incroyable et ça permet d'avoir des milliers de bébés qui n'auraient jamais pu arriver parce qu'il y avait vraiment un souci mécanique, un souci technique, voilà. Mais il y a aussi plein de cas où tu peux subir un protocole qui est quand même, effectivement, tu l'as dit, très lourd pour le corps, pour le cœur, pour le couple, alors qu'en fait, tu avais, toi, des moyens d'agir tout seul. Il ne faut pas penser qu'on doit absolument déléguer l'infertilité. Certes, il y a des gens dans ce métier qui font ça magnifiquement bien, mais ça t'enlève pas, toi, tout moyen d'agir. En fait, c'est une équipe et personne d'autre qu'une femme, un homme, peut connaître son corps, savoir où est-ce que ça pêche peut-être un peu et où est-ce qu'on peut optimiser avant d'aller sur la médicalisation qui n'était peut-être pas la solution. Je pense que c'est une bonne conclusion. Est-ce que tu aurais un mythe, le mythe que tu souhaiterais casser autour de justement l'infertilité ou les problèmes de conception de manière générale? Ah, t'es dur parce qu'il y en a plein. Non, mais enfin, il y a celui de la fertilité qui serait une affaire de femme. Oui. Ça, c'est vraiment... celui de... ce serait, en fait, soit ça marche tout de suite, soit on médicalise. Oui. Moi, je parle souvent de la zone de gris entre les deux. Tu vois, c'est pas blanc ou noir. C'est pas soit je fais l'amour, je tombe enceinte, magnifique, comme mes copines. Ah, tiens, c'était trop facile. Hein. Ou je vais aller sur quelque chose tout de suite de très lourd. Non, il y a toute cette période. Et ces fameux 12 mois d'infertilité, c'est pas 12 mois de passivité où, en fait, j'attends de voir à quelle sauce je vais être mangée. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que je vais devoir me faire aider? Non, c'est un moment d'action. Un moment où on va mettre en place des choses, où on va reprendre un peu le pouvoir. Et ça se trouve, tu n'iras jamais le voir, de le faire ton rendez-vous des 12 mois. Ou tu iras le faire, ce sera ton échographie, tu vois. Mais il faut se dire que, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est toute cette période d'entre-deux où il faut surtout pas être passif, il faut surtout pas être fataliste et c'est peut-être ça le mythe, c'est on est acteur et c'est pas soit je laisse la nature faire son travail, soit je laisse la médecine faire son travail. Non, il y a moi, je me laisse moi faire mon travail et j'ai un nombre d'outils entre les mains incalculable et qui en plus me permettent de mieux vivre ma grossesse derrière. On disait de mieux vivre mon postpartum, de se sentir bien dans mon corps, d'avoir un bébé en bonne santé, d'avoir un couple en bonne santé aussi, parce que parfois on y laisse des plumes aussi. Donc voilà, il faut avoir cet optimisme et cette confiance en soi, cette conscience de son pouvoir. C'est un peu galvaudé, mais c'est vrai. Non, c'est ça. Et l'habiter pleinement, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous partager, une actualité ou des choses que tu voudrais nous dire sur Émanciper? Ah, il y en a pas. Là, il sort pas aujourd'hui, mais pour le coup, le jour où on tourne, c'est la sortie de mon livre, la V2 de mon livre, Manuel pour une fertilité émancipée. Nous, on a toujours nos clubs qui sortent. Je sais pas pareil quand sortira ce podcast, mais on a nos fertility clubs assez régulièrement, qui sont vraiment des programmes pour accompagner les femmes, justement redonner tout ce pouvoir, et les hommes d'ailleurs.
formés sur l'observation du cycle, Mmh. sur l'hygiène de vie. Il y a toute une équipe autour de médecins, de praticiens en santé fonctionnelle, en bien-être pour donner ces clés de phytothérapie, de micronutrition, etc. Donc il y a ça qui est génial. Et puis ouais, après, non, on a toujours plein d'actus, mais Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas, si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de découvrir le bilan Lucie, vous avez une réduction pour les auditeurs du podcast avec le code podcast 5 off. Vous retrouvez ça en description. Merci à tous et à bientôt.